5 sur 7 matin, mardi, santé avec Jean-Claude James. Juste après, on retrouvera la revue des titres. Et on s'intéressera plus tard à l'environnement avec William Apollinaire Tchoki. Aujourd'hui, dans Mardi Santé, nous nous intéressons au syndrome néphrotique, une pathologie qui touche les enfants. Bonjour Jean-Claude James. Bonjour Raymond, amis téléspectateurs, bonjour. Avec vous donc, on évoque cette pathologie qui peut avoir ou qui a un impact significatif sur la vie des enfants et leurs familles. Tout à fait Raymond, je dirais tout simplement que ce matin, on s'intéresse à une maladie rare. Ce n'est pas le paludisme, ce n'est pas la diarrhée, mais c'est une maladie rare qui se caractérise par un dysfonctionnement de filtration. Je n'irai pas plus loin que ça. Je vais laisser le spécialiste sur le plateau pour nous donner tous les détails liés à cette maladie. Nous sommes ce matin avec Dr Yevedo Tohodjedé. Il est médecin pédiatre au centre hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Jean-Claude. Merci d'avoir accepté notre invitation très matinale. C'est moi. Alors dites-nous, qu'entend-on par syndrome néphrotique? Alors le syndrome néphrotique est défini comme un ensemble des manifestations cliniques et surtout biologiques dues à une perte massive des protéines dans les urines. Au fait, la définition tient surtout aux résultats des analyses sur le sang et sur les urines. Au fait, chez ces enfants, on voit que dans les urines, il y a beaucoup de protéines qui sont éliminées, au-delà de 50 mg par kilo par jour, par kilo de poids corporel par jour. Et quand on regarde dans le sang, on voit qu'il y a qu'il y a moins de protéines dans le sang, surtout l'albumine qui constitue la principale protéine de l'organisme est en dessous de 30 grammes par litre. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Alors, le syndrome néphrotique chez l'enfant, dans une grande majorité des cas, il n'y a pas une cause identifiée. Une cause identifiée, c'est-à-dire quand on prend 9 enfants sur 10, il n'y a pas de cause identifiée. On parle de syndrome néphrotique idiopathique. Au fait, chez ces enfants, on a constaté que c'est des enfants dont leur système immunitaire, en général, le système immunitaire, c'est-à-dire c'est le système qui nous permet de nous défendre contre les infections. Voilà, ce système s'emballe et produit des substances qui vont au niveau des reins et créent en quelque sorte des trous au niveau de la barrière qui empêchent le rein de laisser passer les protéines dans les urines. Donc 9 enfants sur 10, c'est le syndrome néphrotique idiopathique. Maintenant, en plus de ça, on peut avoir des syndromes néphrotiques dus à certaines maladies qui sont rares, comme le lupus chez l'enfant, certains cancers, certaines infections. Aussi, dans une très moindre proportion, il y a des enfants qui peuvent avoir des syndromes néphrotiques génétiques, c'est-à-dire dû à des mutations au niveau de notre code génétique, mais qui est très rare et qu'on voit surtout dans certains pays comme la Finlande. Est-ce à dire qu'il y a plusieurs types de syndrome néphrotique? Alors, oui, on peut dire qu'il y a plusieurs types quand on regarde un peu ces causes-là. Donc, il y a le syndrome néphrotique dont on ne connaît pas la cause, c'est ça qui est le plus fréquent. Il y a le syndrome néphrotique qui est secondaire à une maladie qui est rare dans une proportion de 5%. Et ceux qui sont liés à une maladie génétique, mais très rare, à moins de 1% des cas. Maintenant, parfois on peut les classer en disant syndrome néphrotique pur, c'est-à-dire que c'est des enfants qui exclusivement éliminent les protéines dans les urines uniquement. Ces enfants n'ont pas une insuffisance rénale associée, ils n'ont pas de sang dans les urines et ils n'ont pas d'hypertension artérielle. Et d'autres, quand ils ont au moins un de ces trois signes, c'est-à-dire quand ils ont une insuffisance rénale ou bien une hypertension artérielle ou ils ont du sang dans les urines, on va dire que le syndrome néphrotique est impur.
Mais je vais revenir dans les manifestations. Justement, quels sont les symptômes qui peuvent alerter? Alors, le syndrome néphrotique, les manifestations cliniques, la seule manifestation qu'on a, c'est les œdèmes, le gonflement. C'est un gonflement qui a des caractéristiques bien précises. Alors, c'est un enfant qui va se réveiller le matin et les parents vont constater qu'il a des gonflements au niveau des paupières. Des gonflements au niveau des 2 paupières. Et ces gonflements vont disparaître dans la journée. Le soir, c'est-à-dire que l'enfant n'a plus pratiquement rien. Et parfois, quand ils vont consulter, le médecin regarde, il ne voit rien. Alors que le matin, il en avait eu. Et après, au début, si on ne fait rien, ces gonflements-là vont prendre de volume, donc vont prendre tout le visage. Après, ça va descendre dans le ventre. Les pieds peuvent être pris. Dans ce moment, l'enfant est gonflé de partout. Ça, c'est le principal signe. Sinon, quand l'enfant est gonflé, il va commencer à moins uriner. Et quand les parents font attention, quand l'enfant est en train d'uriner, ses urines moussent beaucoup à cause des protéines qui sont en grande quantité dans les urines. Voilà. En dehors de ça, quand les enfants viennent à l'hôpital, nous on recherche l'hypertension artérielle parce que certains enfants peuvent avoir associé à ces œdèmes une hypertension artérielle. On voit aussi la couleur des urines parce que parfois il peut y avoir du sang dedans. Mais ce qui va permettre de retenir le diagnostic, c'est les analyses, comme je l'ai dit dans la définition. On analyse les urines à la recherche de la quantité des protéines qui sont dans ces urines-là. Et quand on calcule, on voit que... quelques images à l'écran. Voilà. Allez-y. Voilà, on constate que ces protéines-là sont en grande quantité dans les urines, c'est-à-dire au-delà de 50 mg par kilogramme de poids de l'enfant par jour. Et on regarde dans le sang, on voit que les protéines sont basses dans le sang, en dessous de 60 grammes par litre, et l'albumine, qui est la principale protéine, est en dessous de 30 grammes par litre. Donc devant ces signes, on dit qu'il y a un syndrome néphrotique. Voilà, le diagnostic est fait. Oui, il faut rappeler que les protéines, ce sont des éléments nutritifs qui sont très importants pour la croissance, pour l'enfant de façon générale. Mais quand on élimine ça, c'est que ça crée des dommages. Oui, exactement. Donc, oui, effectivement, les protéines, quand on dit protéines, on fait allusion à la viande, au poisson, qui sont des substances très importantes pour notre organisme, pour la constitution des muscles, même ça rentre dans la constitution de la peau. Les protéines nous permettent de nous défendre contre les infections parce que les anticorps sont des protéines. C'est grâce aux protéines aussi que nous digérons tout ce que nous mangeons. Les enzymes sont des protéines. Même l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans l'organisme est une protéine. Donc les protéines sont des substances très importantes pour l'organisme. Et donc, quand l'enfant en arrive à en perdre beaucoup dans les urines, et bien sûr, ça a des conséquences après. Alors, entre le jeune garçon et la jeune fille, qui est le plus touché par cette maladie? Généralement, le syndrome néphrotique va toucher les enfants entre 2 et 10 ans. Sinon, entre 5 7 ans, c'est ceux qui sont les plus touchés. Alors, jusqu'à l'âge de 10 ans, ça va être beaucoup plus les garçons. Mais quand on est au-delà de 10 ans, généralement, la proportion est égale, voire même en faveur des enfants de sexe masculin. Est-ce que c'est une maladie mortelle? Le syndrome néphrotique en lui-même n'est pas mortel. Oui, c'est vrai que ça peut avoir des complications qui peuvent tuer. Alors, les grandes complications, c'est d'abord les œdèmes qui deviennent généralisés. Si bien que l'enfant parfois ne peut pas marcher parce qu'il a des œdèmes partout. Il peut pas aller à aux pieds. Oui, aux pieds, même dans les testicules, en griffe. Donc, ça les empêche. Ça, c'est la première complication. La deuxième complication, c'est les complications infectieuses. Comme les enfants, ils perdent beaucoup de protéines. Tout à l'heure, j'ai dit que les anticorps sont des protéines. Donc, ils perdent beaucoup d'anticorps de son organisme et il est sujet à faire beaucoup d'infections. Donc, il faut faire une infection des poumons, même ce qu'on appelle la péritonite, qui peut les tuer si on ne fait pas vite. Alors, l'autre complication, c'est que l'eau que nous voyons dans les tissus qui sont gonflés, l'eau là, au fait, n'est plus dans les vaisseaux.
Donc parfois, il peut manquer d'eau dans les vaisseaux et si on ne fait pas attention, ils sont en ce qu'on appelle une hypovolémie et si on n'agit pas vite, il peut faire un état de choc et il peut en mourir. Et l'autre complication qui est grave, c'est les thromboses. C'est-à-dire que l'enfant qui a un syndrome néphrotique peut fabriquer des caillots dans ses vaisseaux et faire même ce qu'on appelle AVC. Par exemple. Ouais, donc il peut thromboser, il peut former des caillots dans tous les vaisseaux de l'organisme. C'est vrai que c'est des complications qui sont rares, mais qui peuvent survenir. C'est dans ces cas-là que le syndrome néphrotique peut tuer. Mais dans l'évolution, surtout quand ces enfants ne répondent pas au traitement de première ligne sur lequel nous allons ce traitement sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Ils peuvent évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Voilà. Et je dirais que c'est même la première cause chez nous de l'insuffisance rénale chronique chez les enfants. Généralement, c'est des enfants qui ont eu le syndrome néphrotique et qui ont été vus peut-être par des médecins et qui n'ont pas répondu au traitement de première ligne et dont les parents n'ont pas les moyens de faire face au traitement des deuxième ligne, voire même de troisième ligne. Et l'enfant continue d'abîmer ses reins jusqu'au point où un jour le rein commence à moins fonctionner. Mais dans la plupart des cas, c'est les parents qui n'ont pas consulté au fait. Donc l'enfant a eu des gonflements, on donne des tisanes qui font uriner l'enfant parce que l'enfant urine beaucoup, les œdèmes disparaissent et pour les parents c'est que l'enfant est guéri alors qu'il n'est pas guéri. Vous voyez, donc il continue toujours d'éliminer les protéines dans les urines, ces protéines qui sont toxiques pour le rein parce que normalement les protéines ne doivent pas se retrouver dans les urines. Donc avec le temps ça abîme les reins et ces enfants viennent un jour à l'hôpital avec une insuffisance rénale chronique déjà au stade terminal. Voilà, et c'est déjà trop tard parce qu'on n'arrive pas à les sauver. Justement, j'allais poser la question, est-ce l'insuffisance rénale quand on parle de syndrome néphrotique? Donc je comprends que c'est deux pathologies différentes. Oui, c'est deux pathologies différentes. L'enfant qui a un syndrome néphrotique, son rein peut continuer de marcher, de fonctionner normalement. C'est juste qu'il perd beaucoup de protéines dans les urines. Mais le rein, lui, il continue de travailler, de marcher. Maintenant, dans l'évolution, surtout quand ils ne répondent pas au traitement de première ligne, donc ça peut évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Okay. Maintenant, au début aussi, parfois, l'enfant, parce qu'il a beaucoup d'eau dans les tissus, non, dans les vaisseaux, le rein n'est plus bien perfusé, c'est-à-dire ne reçoit pas suffisamment de sang et peut avoir un petit dysfonctionnement, mais en général qui peut passer rapidement. Alors, est-ce qu'il y a un traitement ou bien est-ce qu'il existe des traitements? Oui, il existe des traitements. Première chose, c'est des enfants en général, quand ils n'ont pas de complications, on ne les hospitalise pas. Parce qu'on leur permet de se déplacer, d'aller, de venir, pour éviter les complications à type d'AVC dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième point, c'est déjà la préparation psychologique. Donc, on essaie d'expliquer aux parents, parce que vous savez, chez nous en Afrique, on n'est pas trop habitué à des maladies qui durent trop dans le temps, où il faut être là, prendre des médicaments. Très vite, on abandonne le traitement et on prend la voie de l'indigénat. Et c'est ce qu'on voit souvent. Donc, on prend le temps pour expliquer aux parents que cette maladie, comment ça évolue, quel est le traitement. Et quand l'enfant est aussi un peu grand, on lui explique pour que lui-même il comprenne que c'est un médicament qu'il faut prendre tous les jours. Alors, quand c'est la première poussée, le traitement, là, ça dure 2 mois. Vous voyez, donc, il faut que l'enfant adhère au traitement pour que ça... Et c'est très important pour nous parce que si ce traitement n'est pas bien pris, on a du mal après à classer ce syndrome néphrotique-là en fonction de son évolution. Troisième point, quand les enfants ont des œdèmes, on leur dit de ne pas consommer beaucoup de sel. Voilà, il faut consommer moins de sel. En fonction du taux de sel dans l'organisme, parfois on leur dit de diminuer la quantité d'eau qu'ils doivent prendre par jour. Ça, je suis en train de parler de traitement symptomatique. Après, c'est un enfant qui doit manger normalement. Je voudrais insister sur ça parce qu'on reçoit des enfants dont les parents, parce que l'enfant a des œdèmes, ils refusent tout à l'enfant. L'enfant ne consomme plus de protéines, les œufs, haricots, on arrête tout chez l'enfant. Alors qu'il en perd déjà suffisamment
dans les urines, voilà. Combler le gap. Voilà, exactement. Donc, ce qui fait que ces enfants-là se retrouvent à être dénutris sur le syndrome néphrotique, ce qui est compliqué à gérer après. Parce que la plupart des enfants que moi j'ai vus qui sont dénutris sur le syndrome néphrotique, souvent ça se passe mal. Donc, ces enfants doivent manger normalement en dehors de l'eau et du sel dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est des enfants qui peuvent aller à l'école, surtout quand il n'y a plus suffisamment d'œdème. Donc, ils peuvent aller à l'école. Alors, le traitement de fond, c'est ce qu'on appelle les corticoïdes. Voilà, oui. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'un dysfonctionnement au niveau du système immunitaire. Donc, on donne ces corticoïdes-là pour empêcher ce système immunitaire de produire ces substances qui vont au niveau des reins et qui écartent, qui créent des trous au niveau de la barrière rénale qui empêchent les protéines de sortir dans les urines. Donc, on donne des corticoïdes pour ces enfants. Et ces corticoïdes, c'est à prendre tous les jours, tous les matins. Une première phase, c'est 1 mois. Et en fonction de la réponse au traitement, on va diminuer la dose et finir le traitement sur 2 mois au total. Voilà. Quand on donne des corticoïdes, il y a des traitements qu'on fait accompagner parce qu'un enfant qui prend des corticoïdes, il faut lui donner du calcium, il faut qu'il consomme suffisamment d'aliments riches en potassium. Voilà, donc qui diminue des aliments qui sont trop sucrés aussi dans son alimentation. C'est ce conseil-là qu'on donne à ces enfants. Alors, quand on met ce traitement-là, l'évolution est variable. Dans une grande proportion des cas, c'est-à-dire 9 enfants sur 10 vont réagir à ce traitement-là, ce traitement de première ligne. On les appelle le syndrome néphrotique cortico-sensible. C'est aussi une manière de classer. Donc, ça veut dire ces enfants-là sont sensibles aux corticoïdes. Et dans ce groupe-là, des enfants qui sont sensibles aux corticoïdes, il y a encore des sous-groupes. Parce qu'il y en a, dans un tiers des cas, qui vont faire juste une seule poussée et peut-être refaire une poussée des années après. Vous voyez? Il y en a un autre tiers qui, pendant qu'on est en train de diminuer les corticoïdes, là, les choses vont réapparaître, les signes vont réapparaître. Ou les signes vont réapparaître après l'arrêt du traitement dans les 2 semaines qui suivent. Et on les appelle des corticodépendants. Vous voyez, ils sont dépendants des corticoïdes. Donc, chaque fois, il faut remettre les corticoïdes. Et l'autre tiers, c'est les enfants, quand vous arrêtez le traitement, dans l'intervalle de 6 mois, il peut faire au moins 2 rechutes. Vous voyez, il faut faire 2 rechutes. Ça, c'est ceux qui sont corticosensibles. Maintenant, il y en a qui ne réagissent pas au traitement de première ligne, qu'on appelle les cortico-résistants. Ils sont 10%, un enfant sur 10. Et c'est eux qui, surtout dans la moitié des cas, vont évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Parce qu'il faut d'autres médicaments qu'il faut utiliser pour ces enfants. Dans tous les cas, donc, quand le traitement de première ligne ne marche pas, il y a d'autres traitements qu'il faut utiliser, qu'ils soient corticoïdes. Est-ce qu'il y a un traitement de deuxième ligne? Oui, il y a des traitements de deuxième ligne, surtout pour épargner les enfants des corticoïdes, parce que quand on prend trop de corticoïdes sur le long terme, ça a aussi des effets secondaires sur l'enfant. Par exemple, ça peut retarder la croissance de l'enfant. Donc, il y a des traitements de deuxième ligne dont l'objectif c'est au fait d'épargner l'enfant de la prise des corticoïdes. Malheureusement, la plupart de ces médicaments coûtent cher et n'existent pas sur le marché béninois. Il faut les commander, vous voyez, en Europe, et ça revient cher. Et quand on commence ces traitements, c'est beaucoup de mois. Vous voyez, c'est minimum 6 mois, c'est 12, voire même 2 ans de traitement. Et c'est là où on a vraiment des difficultés parce que beaucoup de parents n'arrivent pas à y faire face. Est-ce qu'il y a un accompagnement de l'État? Non, à ce stade, non. Pour le moment, non. On n'a pas encore d'accompagnement de l'État pour la prise en charge de ces enfants-là. Donc, c'est les parents même qui se débrouillent pour payer. Ceux qui arrivent à payer les médicaments de deuxième ligne, bon, ils arrivent. Les autres, on essaie de les accompagner. Et c'est surtout dans ce cas, on a des décès aussi, parce que souvent, ils n'arrivent pas à suivre le traitement. L'enfant gonfle, il fait des complications et un jour, il peut venir mourir. Est-ce que dans le traitement, il y a l'intervention chirurgicale? Non, il n'y a pas d'intervention chirurgicale. C'est un traitement qui est médical, mais qui demande vraiment une bonne observance de la part des parents, de l'enfant aussi, et qui demande beaucoup de mois. Voilà. Beaucoup de patience. Voilà, beaucoup de patience. Et voilà. Parce que parfois, surtout quand les enfants commencent à faire beaucoup de rechutes, c'est-à-dire vous finissez de traiter là, et puis quelques mois après, les mêmes choses reviennent. Donc ça devient compliqué aux parents.
Et il faut dire, ça j'avais oublié, surtout quand l'enfant commence très tôt cette maladie, il peut la garder jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire il peut faire des rechutes par moment, même jusqu'à l'âge adulte. Et donc c'est une maladie qui est un peu capricieuse. Voilà, même en Europe, hein, voilà. Donc on voit des enfants qui sont néphrotiques, qui font des poussées de syndrome néphrotique depuis l'âge de 2 ans. Ils ont déjà 17 ans, 18 ans, donc c'est embêtant. Donc, c'est quoi poussée néphrotique? Voilà, c'est-à-dire qu'ils font un syndrome néphrotique. D'accord. Vous traitez et puis après ils rechutent, ils font d'autres poussées, il faut remettre le traitement, il faut mettre d'autres traitements. Donc à un moment donné, c'est pas facile pour l'enfant même et pour les parents. Voilà. Docteur Yevedo Toho Djede, nous en avons appris beaucoup ce matin. Merci. Je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure cet entretien. Oui, le seul mot que j'ai, c'est à l'endroit des parents. C'est leur dire que quand l'enfant commence à gonfler, il faut aller à l'hôpital. Et quand on va à l'hôpital et qu'on fait le diagnostic de syndrome néphrotique, il faut suivre le traitement. Il ne faut pas prendre la voie de l'indigénat, sinon après, les conséquences de l'insuffisance rénale chronique. Le dernier cas que j'ai vu, le papa, on lui a bien dit, lui-même à un moment donné, voilà, il a abandonné le traitement, mais quand l'enfant est venu chez nous, c'était déjà au stade de l'insuffisance rénale terminale. Et quand on lui expliquait les choses, donc c'était déjà trop tard. Donc il a compris qu'il avait mal fait d'avoir abandonné le traitement et de préférer la voie de l'indigénat qui juste permet de faire disparaître les œdèmes, mais les protéines l'enfant continue de perdre les protéines et ce qui abîme les reins. Mais est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Alors comme je vous ai dit, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de cause. C'est pourquoi j'insiste sur la prise en charge précoce. Et cette prise en charge doit être faite par un pédiatre, un néphrologue ou un pédiatre. Voilà. Merci. Voilà. Herman. Merci. Je pense qu'on en sait davantage sur cette pathologie. J'espère qu'on va retrouver le docteur très prochainement. Oui, très prochainement. Évoquer des maladies qui touchent à l'enfant. Nous sommes sensibles aux enfants ici sur 5 sur 7 matins, surtout par ces temps de pluie. Tout à fait. Le paludisme, sans doute, sévit beaucoup. Vous en recevez beaucoup? Oui, beaucoup de cas, oui. CNHU? Oui, c'est... Le paludisme grave. Si, c'est la période des pics de fréquence. Voilà. La période de pluie, il y a beaucoup d'enfants. D'accord, docteur. Merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin. Vous passez une très belle journée du mardi. Merci beaucoup à vous aussi. Et juste après vous, on reçoit Marcel Arossi qui va nous donner lecture donc, des grands titres de l'actualité tels qu'ils ont été relayés par les journaux et les sites d'information. C'est la revue des titres.